Et 6 ans pile après les attentats de Paris, la Belgique peut-elle effacer son image de plaque tournante du terrorisme islamiste? C'est le grand angle de ce samedi 13 novembre. Au procès des attentats de Paris, 12 des 20 accusés sont belges ou apparentés. Ils sont partis de Molenbeek. Plusieurs accusés y ont grandi côte à côte. Cette commune en périphérie de Bruxelles est régulièrement citée en sa qualité de fief belge des terroristes. Alors la Belgique peut-elle effacer son image de plaque tournante du terrorisme islamiste? C'est notre grand angle. Avec vous, depuis Bruxelles, Frédéric Van Leu, bonsoir. Vous êtes, bonsoir. Vous êtes le procureur fédéral belge. Vous avez géré l'après 13 novembre 2015 avec la traque de Salah Abdeslam et de ceux qui l'ont aidé, les membres de la cellule belge, comme on l'a appelé, ceux qui, de Belgique, ont préparé les attentats en France. Tout d'abord, quel souvenir vous gardez, vous, de cette nuit? Écoutez, c'est vraiment un très mauvais souvenir. Hein. Donc, ça a commencé plus ou moins dans la soirée, avec des contacts que j'ai eus avec le parquet de Paris. Et puis le lendemain, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait en tout cas des voitures qui venaient de Belgique et donc nous serions concernés également par ce qui s'était passé. Il y avait déjà eu une première alerte avec Ayoub El Kazani qui avait fait l'attentat manqué du Thalys. Et donc nous savions très bien qu'il y avait quelque chose qui était en cours, tant les Français que les Belges que d'autres services de sécurité d'autres pays d'ailleurs. Hein. Alors 6 ans plus tard, les auteurs sont jugés. Avec le procès, la petite musique de la responsabilité belge fait son retour. Pointé mercredi à la barre par le président français de l'époque, interrogé sur la fuite de Salah Abdeslam notamment, François Hollande affirme que ce fait n'est pas la responsabilité de la France, c'est celle d'un autre pays. Il a pointé du doigt la Belgique. Que répondez-vous à François Hollande ? Il continue à l'affirmer, mais bon, je sais que Cambrai faisait partie du comté de Flandre, mais jusqu'à présent, je pense qu'en 2015, c'était encore en France. Et ce qui s'est passé, c'est que Salah Abdeslam était signalé. Alors, je ne veux jeter la pierre à personne. C'est un problème de méconnaissance des systèmes des deux pays, puisque la Belgique signalait ces terroristes en 36-2, c'est-à-dire sur le système policier, tandis que la France les signalait en système de renseignement. Ce qui s'est passé, c'est que le signalement a fonctionné, puisqu'on a vu, le gendarme qui a fait le contrôle a vu que Salah Abdeslam était signalé, mais il a appliqué le système français en disant c'est certainement pas un terroriste, et quand ils ont posé la question, la Belgique a répondu mais Salah Abdeslam était parti. Donc je ne serai pas aussi catégorique que François Hollande, mais je ne vais pas jeter la pierre à l'un ou à l'autre non plus. C'est quelque chose que nous avons vu dans ce dossier. Nous avons des systèmes différents et les terroristes en ont profité. Le procès des attentats à Paris permet de mieux comprendre comment était organisée cette filière djihadiste. Est-ce que vous en tirez des enseignements ? Ah oui, bien sûr. Hein, nous avons cette enquête en fait qui a mené au procès aujourd'hui est une enquête qui a été quand même menée en très très grande partie par la police belge, puisque malheureusement c'était sur notre territoire et depuis notre territoire que certaines choses se sont passées. Et donc les enseignements de cette enquête, c'est qu'elle a été très très loin. C'est une enquête qui a été dans les détails. Vous savez qu'il y a le procès maintenant à Paris, mais qu'il y aura un autre procès à Bruxelles qui va viser aussi les personnes qui n'ont pas été reprises dans le procès d'assises à Paris. Donc nous avons été très loin dans les différentes tentacules et les différents systèmes logistiques, la chaîne de commandement, les personnes qui ont été actionnées, les faux papiers, le commerce des armes, où est-ce qu'ils ont acheté leurs armes, etc. C'est un dossier où les deux pays, puisqu'il y avait une équipe commune d'enquête, ont décidé quand même d'aller très loin en disant maintenant ça suffit, il faudrait quand même qu'on prenne le mal à la racine. Et donc ce dossier est remarquable. Hein. On va revenir en 2021, 6 ans après ces attentats. Retour à Molenbeek, fief belge des terroristes à l'époque. Comment en finir avec cette image et cette mauvaise réputation? Nos envoyés spéciaux, Guillaume Villadier, Marion Lompageux et Séverine André, se sont rendus sur place. Rue des Béguines, l'ancien bar des frères Abdeslam a laissé la place à une association de quartier. 6 ans après le 13 novembre, Molenbeek aimerait tant tourner la page.
mais la cicatrice est profonde. Le 13 novembre 2015, c'est un séisme qui s'abat sur Molenbeek. Alors le lundi, toute la presse internationale est sur la place communale et donc on se demande clairement si le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Si à l'époque, les journalistes débarquent du monde entier, c'est qu'une partie du commando des attaques de Paris a vécu ici ou s'y est cachée. Terre de djihad, zone de non-droit, Molenbeekistan à 10 minutes du centre de Bruxelles, la commune et ses 100 000 habitants sont cloués au pilori. Au lieu de bombarder Raqqa, la France devrait bombarder Molenbeek. C'est comme vivre dans un trou à rats. Cette journaliste anglaise assure même avoir été forcée à porter le voile intégral. Tout y passe. À Molenbeek, personne n'a oublié ces images. À l'époque, Olivier van der Heggen travaillait à la prévention du radicalisme. Pas question pour lui de nier l'évidence, une cellule djihadiste a bien existé dans la commune. Une infime minorité, dit-il, qui a jeté l'opprobre sur toute la population. Les jeunes qui n'ont pas forcément encore connu ces événements, qui étaient trop petits, qui n'ont pas pris conscience de ce qui se réalisait, vont vivre avec ces stigmatisations de Molenbeek. Et donc quand ils auront 18 ans, 20 ans, on va leur dire tu viens de Molenbeek, Molenbeek, les djihadistes, le terrorisme, etc. Voilà, et donc il faudra sans doute, à mon avis, bien 30 à 50 ans pour qu'à un moment donné, on passe l'éponge par rapport à Molenbeek. Essayez de me prendre le ballon. Est-ce qu'on doit se sentir coupable parce qu'on habite Molenbeek, qu'on vit à Bruxelles et que quelques terroristes sont partis d'ici? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au foyer des jeunes, véritable institution à Bruxelles, Bachir Rabet a vu passer plusieurs générations de Molenbeekois. Reda et Sarah notamment. En 2015, ils avaient 15 et 18 ans. Aujourd'hui encore, disent-ils, les amalgames subsistent. Il y a des voisins que tu penses connaître, que tu connais même pas. On a tous nos petits secrets, que ce soit entre voisins, même entre familles, etc. Et que c'est pas parce qu'on est une commune qu'on se connaît tous, quoi. On dirait que c'est nos amis, on dirait qu'on est collés à eux, alors que c'est deux mondes différents en fait. Eux, ils sont dans une optique qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra pas. Personne ne parle de Molenbeek. Depuis ces actes, il y a eu beaucoup de lumière sur ça, mais malheureusement, c'est une lumière négative. Même s'il comprend le regain d'intérêt lié au procès en cours à Paris, Bachir Rabet avoue en avoir marre d'être sans cesse ramené à l'après 13 novembre. C'est clair que par moments, ça sature, on se dit encore ce sujet. Mais bon, on n'a pas encore fait le deuil de ce qui s'est passé. Maintenant, il y a une sorte de traumatisme effectivement de ce qui s'est passé. On fait avec. On essaie d'être vigilant pour que ça ne recommence pas et que ça ne se reproduise plus. Mais il faut que la vie continue, quoi. Depuis 2015, le temps ne s'est pas arrêté à Molenbeek. La commune a connu la révolte des Gilets jaunes, la crise sanitaire, le confinement. Nous devrions être passés à autre chose, semblent dire les Molenbeekois. Mais il faudra plus de temps pour effacer les fantômes du 13 novembre. Frédéric Van Leu, pouvez-vous assurer qu'aujourd'hui, Molenbeek n'est plus un fief djihadiste en Europe ? Alors, assurer, honnêtement, Molenbeek n'a jamais été un fief djihadiste. Je trouve que utiliser ça, c'est effectivement, encore une fois, polariser et stigmatiser les gens de Molenbeek. Ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que la cellule de Paris et ce qu'il en est resté, qui a après attaqué Bruxelles, était une cellule qui avait des amis, des frères, des sœurs, des cousins et qui se trouvaient à Molenbeek. Et c'est cette cellule-là qui a été activée. Mais si je peux donner, par exemple, ce qui a été mis en évidence après le procès qui a eu lieu après l'intervention à Verviers, eh bien, on voyait toute une cellule à trappe de ce côté-là. Donc, je pense qu'il faut un peu relativiser les choses. Comme on l'a dit, Molenbeek, c'est 100 000 habitants. Si ces 100 000 habitants avaient été des djihadistes, je pense que ce n'est pas seulement la Belgique qui avait un problème, mais l'Europe entière. Mais donc, voilà ce que disait à l'audience Mohamed Abrini. À Molenbeek, pour 20 jeunes qui s'en sortent, 80 ne s'en sortent pas. Je fais partie de cela. Est-ce que vous direz que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors ça, effectivement, ça c'est un autre problème. Et tous, heureusement, ne choisissent pas le djihadisme. Mais il y a effectivement un problème entre guillemets, de désaffiliation de nos jeunes. On le voit aussi avec ceux qui refusent le vaccin. Il y a une espèce de révolte ou de sentiment de jeunes de ne pas être pris en compte dans la société. Et ça, effectivement, pas mal de jeunes à Molenbeek ou ailleurs dans Bruxelles, et c'est vrai que le confinement n'a rien arrangé, se sentent mis sur le côté de la société. Et donc, c'est peut-être une des explications qui a poussé certains à choisir l'idéal du djihadiste, mais il n'y en avait pas qu'à Molenbeek. Il y a plein de gens qui sont partis d'Anvers, par exemple,
Et c'est vrai que cette stigmatisation, et Molenbeek qui a été en pleine lumière, ça a été un petit peu aussi ce que cherchait l'État islamique. Hein. Vous savez, un grand théoricien du djihad qui s'appelle Abu Omar al-Soussi a écrit un livre de 1000 pages sur le djihad dans la fin des années 90. Et là-dedans, il expliquait que le but devait être d'isoler la population musulmane européenne pour qu'elle réagisse et épouse les thèses du djihad. Eh bien, en stigmatisant comme ça, je pense que c'est vraiment des choses à éviter parce que sinon on finirait par suivre cette théorie que El Adnani a repris en demandant à tous les djihadistes européens de réagir et de montrer, de se révolter contre la société européenne. Donc je pense que c'est vraiment important de rappeler que voilà, Molenbeek des endroits de Molenbeek sont des quartiers où les jeunes, qui sont assez difficiles, où c'est difficile à vivre parfois aussi, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un centre du djihad européen. Ça, je peux le nier. Voilà. À l'époque, les Belges découvrent qu'il est possible à une dizaine de personnes de se cacher de longs mois à l'abri des regards pour préparer des attentats et ensuite les commettre. Est-ce que la commission d'enquête belge attentat avait pointé plusieurs dysfonctionnements dans la gestion de l'antiterrorisme belge à l'époque aussi? Qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Donc, il y a entre autres, le choix qui a été fait en Belgique, c'est de partager beaucoup plus l'information entre les services de renseignement et les services judiciaires, puisque, comme je l'ai expliqué déjà pour le contrôle à Cambrai, eh bien, c'était en Belgique, le pôle et le poids lourd étaient du côté du judiciaire, ce qui a fait qu'à un certain moment, après Médine-et-Mouche, après Verviers, le judiciaire a complètement été noyé, parce que dès qu'il y avait une infraction, eh bien, les services de renseignement devaient donner leur dossier au judiciaire, et nous avons carrément été noyés dans les dossiers à ce moment-là. Et donc, ce rééquilibrage a été fait. Donc maintenant, il y a une commission où se trouve chaque service avec sa banque de données et où les informations sont partagées et où on décide ensemble, avec le procureur et le chef du service de renseignement, quel est le mieux à même de suivre le dossier. Et c'est vraiment un progrès, je pense. On le faisait avant, mais pas de façon très structurée. Et donc, c'est un progrès qui nous permet de mieux mutualiser les différentes capacités que nous avons. Alors, selon un rapport de Fondapol, le nombre d'attentats islamistes a explosé en Europe depuis 2012. Si on parle de l'Union européenne, c'est la France qui est la plus touchée par ces attaques meurtrières, avec 82 attentats islamistes entre 1979 et mai de cette année. Ils ont causé la mort de 330 personnes, soit à peu près la moitié des victimes à l'échelle européenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre encore, vu de Belgique, de nouveaux attentats d'envergure ? Écoutez, j'aimerais dire que non. D'après les informations que j'ai, non. L'OCAM, l'OCAM qui est l'organe qui analyse la menace et qui a accès aux banques de données des services de renseignement et de la police, justement pour mettre un petit peu le niveau de menace, a été un des premiers, a fait que la Belgique a été un des premiers États européens à descendre son niveau de menace. Nous sommes à un niveau de menace en dessous de la France pour le moment. Donc, nous sommes effectivement très attentifs, d'autant plus que nous avons aussi les premières personnes, nous avons quand même eu plus de 450 condamnations pour terrorisme depuis 2015, ce qui est un chiffre assez impressionnant. Mais les premières personnes qui ont été condamnées tout au début commencent à retrouver leur liberté. Et il faut vraiment être attentif. Je pense que beaucoup ont renié. Pardonnez-moi un manque de temps, mais pour conclure, on rappellera, puisque vous parliez de la justice, qu'un procès doit avoir lieu l'an prochain. Ce sera celui des attentats du 22 mars 2016 qui avait touché la Belgique. Frédéric Vandeleu, votre parole est précieuse. Merci d'avoir été dans 64 minutes ce soir.